Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais être accompagné donc une fois de plus de Fabienne Henry, donc que j'ai invité pour justement nous parler des aménagements scolaires qui sont disponibles cette fois-ci pour les élèves donc collégiens et lycéens. Donc Fabienne Henry, pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous pour ceux qui Oui, n'auraient pas vu la dernière vidéo? oui, tout à fait. Alors, merci de m'avoir invitée, hein. C'est normal. C'est toujours un plaisir. J'ai commencé par le milieu associatif, donc présidente d'une association qui s'appelle Suivi Enfants, qui organise des événements autour des enfants à besoins éducatifs particuliers et qui aide les parents dans les différentes démarches. Voilà, donc les événements, on en a un de prévu le 7 novembre à la mairie de Saint-Maur-des-Fossés. C'est un salon de l'école inclusive. Professionnellement, je suis enseignante référente pour les élèves en situation de handicap, enseignante spécialisée et anciennement professeure de mathématiques. Voilà pour la présentation. D'accord. Et donc, nous allons dès maintenant commencer justement à aborder le sujet des aménagements scolaires qui sont disponibles pour les jeunes qui ont un TDAH, plus précisément pour les collégiens et les lycéens. Donc, pouvez-vous nous en dire plus là-dessus? Oui. Alors, cette vidéo fait suite à une vidéo sur l'école primaire et maternelle. Donc, on va répéter un certain nombre de choses au début sur les axes d'un enfant TDAH. Donc, il y a 3 volets. Il y a le volet attention, il y a le volet impulsivité-inhibition et le volet hyperactivité. Donc, on va le développer cette fois-ci pour des pré-ados et des adolescents, voir un petit peu ce qu'on peut proposer. D'accord. Et donc voilà, si vous êtes parent d'enfants qui a un TDAH et que votre enfant est en maternelle ou en primaire, je vous invite à vous rendre sur la vidéo qui est sortie précédemment, car cette vidéo va vraiment concerner soit les collégiens et les lycéens, mais également leurs parents, donc les parents de collégiens et de lycéens ayant un TDAH. Alors, on va commencer par l'attention. Alors, cette fois-ci, on s'adresse aujourd'hui à des enfants, on va dire en 6e, 10 ans, jusqu'à un lycéen, 18 ans. Donc, on ne va pas avoir les mêmes attentes que pour un petit de maternelle et d'élémentaire. Alors, au niveau de l'attention, on va déjà, l'environnement à la maison, l'environnement de travail, c'est-à-dire le bureau où l'enfant fait ses devoirs, on va l'aménager avec l'enfant. On va essayer de lui donner une certaine autonomie dans la gestion des devoirs. Alors, comment lui donner une autonomie par rapport à l'attention? Donc, l'espace de travail, l'espace de sa chambre doit être le plus dépouillé possible en termes de choses visuelles qui pourraient le déranger ou de choses sonores qui pourraient le déranger. Parce qu'on sait que l'attention est très fluctuante et donc on va dépouiller au maximum le bureau. Donc laisser le strict minimum. Comme dans une salle de classe au final, ça va vraiment être de limiter toutes les distractions et de faire en sorte que l'enfant puisse être dans des conditions qui lui permettent de maintenir son attention le plus longtemps possible sans être distrait par quelque chose qui n'aurait pas de lien avec le travail qui lui est demandé. Donc à la maison, pour faire les devoirs, on va lui proposer une petite routine, un petit rituel, une technique qui viennent de la méditation, hein, toujours la posture physique, travailler sur la respiration, un espèce de retour au calme, et puis après avec des objectifs bien ciblés. Je m'assois là pour faire mon exercice de français, je vais y passer tant de temps et pas plus ni moins. Bon, donc on va l'aider à organiser son espace de travail et son temps de travail. Donc on va au début, en 6e, l'épauler et puis au fur et à mesure lui donner toutes ces astuces pour qu'il se retrouve sur les années à partir de la 5e, 4e, 3e et lycée autonome par rapport à son travail. Donc l'espace de travail est à travailler. Ensuite, le temps. Donc mettre un petit timer pour bien cadrer le temps. Et puis ensuite, l'organisation du travail, parce qu'un élève qui a un trouble de l'attention va se disperser, perdre ses affaires, plus savoir où il en est, ce qu'il a fait. Donc des choses qui sont assez courantes, mais par exemple, le cahier d'histoire, la couverture est jaune, le livre d'histoire est couvert en jaune, et il y a un tiroir, il y a des meubles maintenant avec plein de tiroirs, il y a un petit
une petite pastille jaune où ça indique que c'est tout ce qui concerne l'histoire qui est dans ce tiroir. Donc ça va l'aider à structurer sa pensée, l'aider à s'organiser, et c'est particulièrement important parce que l'attention, ça veut dire la dispersion aussi des affaires, la dispersion au niveau du matériel, et l'enfant ne sera pas dans de bonnes conditions pour travailler. Donc au début, l'épauler, et puis au fur et à mesure, ça va devenir son mode de fonctionnement. Et il existe après des tableaux de travail où on s'organise en fonction de son emploi du temps. On colorie, pareil, l'emploi du temps, je parlais de colorier le tiroir en jaune, le cahier en jaune, le livre couvert en jaune, l'emploi du temps en jaune. Et puis après, de réserver un créneau horaire où on va travailler l'histoire pendant 10 minutes, fractionné, 10 minutes plus tard, etc. Que tout soit écrit dans un emploi du temps. Donc c'est fastidieux à construire en début d'année, mais après, ça permet à l'enfant de devenir autonome. Et quand il est grand, notamment sur les années lycée, il va lui-même se construire son tableau de travail. Alors je vous donne cet exemple-là, mais je sais que même vous, je pense que dans votre organisation, vous aviez un tableau de travail, il me semble avoir vu dans une de vos vidéos. Tout à fait, oui. J'ai un tableau où je planifie, etc. Parce que sinon, j'ai vraiment tendance à partir à droite, à gauche. Et donc voilà. Donc, j'ai ce tableau qui me permet d'améliorer cette organisation, de planifier. Et je me permets de vous poser une question. Ce tableau, vous l'avez construit tout seul? C'est avec l'expérience que vous l'avez fait ou quelqu'un vous l'a proposé? Comment il est venu? Alors à la base, j'avais vu l'idée du tableau sur Internet. Oui. Et donc voilà, j'ai repris cette idée donc, de mettre en place un tableau où il y avait justement toutes les tâches, etc. à organiser pour... justement, non pas moi sur le plan scolaire, même si j'aurais dû le faire, mais sur justement cette petite activité, donc avec l'éveil du TDAH. Et c'est vrai que ça me permet de mieux m'organiser, de mieux visualiser ce que j'ai à faire. Et ça me paraît, toutes les tâches, toutes les grosses tâches en fait, me paraissent beaucoup moins énormes. Et oui, donc j'ai possible. Voilà, c'est ça, ça paraît tout de suite beaucoup plus atteignable. Et j'ai donc beaucoup moins tendance à repousser et à procrastiner. Oui, et à ne pas faire, oui, tout à fait. Donc je pense que dès la classe de 6e, on peut donner un outil de cet ordre-là à l'enfant qui va se l'approprier, qui va le modifier. C'est planifier le travail, c'est organiser son travail, c'est anticiper pour ne pas rester effectivement sur le « je ferai plus tard ». Voilà, et le mettre dans l'action, et toujours en morcelant le travail en petite quantité, parce que l'attention va faire que l'enfant ne va pas rester au travail et il va arrêter. Donc ça ne sert à rien de donner des objectifs qui ne peuvent pas être atteints. L'idée, c'est toujours de fragmenter en possible. Et veiller aussi, je repensais à ça, mais veiller à que l'enfant ne commence pas en fait à laisser, par exemple, traîner une feuille quelque part au fond du cartable, etc. Parce qu'après, on a souvent tendance, en tant qu'élève TDAH, à se dire eh bien je vais le faire plus tard, ou je le ferai demain, ou à la fin de la semaine je rangerai tout. Et au final ça devient un tel bazar que on n'arrive plus. C'est plus possible. Voilà, pour nous ça nous paraît vraiment du coup hors norme de tout ranger d'un seul coup. Et donc on se dit on va le refaire plus tard, ou on va tout bien ranger plus tard, mais au final on le fait jamais. Et donc voilà, veiller à que justement l'élève soit toujours en train de classer ses feuilles au bon endroit, que rien ne commence, qu'aucune affaire ne commence à traîner au fond d'un cartable, parce qu'après, voilà, ça fait boule de neige et après ça devient impossible. Oui, oui, c'est ingérable. Donc, et justement, je rebondis par rapport à ce que vous dites sur les feuilles qui traînent par-ci par-là. Il vaut mieux privilégier des cahiers plutôt que des classeurs. Alors, le matériel est souvent imposé au collège et au choix au lycée. Donc au lycée, préférer des cahiers, et au collège, ça fait partie des adaptations possibles. Là où l'enseignant demande un classeur, plutôt prendre un cahier. Ça évite aussi de perdre beaucoup de choses dans la dispersion. Oui, parce qu'en plus les classeurs, moi je me souviens, ça m'est arrivé quelques fois justement que ces fameux classeurs s'ouvrent, et à ce moment-là... c'est la panique. C'est la panique parce que clairement on n'arrive pas à voir comment est-ce qu'on peut faire pour tout ranger. C'est vraiment quelque chose qui pour quelqu'un qui n'a pas de TDAH pourrait paraître comme étant quelque chose de pénible, mais faisable. Eh bien nous, ça va tout de suite devenir beaucoup plus compliqué. Et à ce moment-là, on va avoir tendance à refermer le classeur qui est vide et à remettre toutes les feuilles dans le classeur, voilà, n'importe comment. Donc voilà,
privilégier le ça cahier, c'est super important parce c'est vraiment qu'après, bien, oui. si on n'a pas ces cours, eh ben, on ne peut pas travailler. Donc C'est c'est sûr. particulièrement important. Il vaut mieux un cahier où on a sauté une page qui n'est pas très bien tenue, mais au moins tout est là, plutôt qu'un classeur où il y en a partout et rien n'est là, tout est perdu. Hein. Ça c'est important, le matériel. Hein. Sur l'attention, toujours. En classe, côté enseignant, il est important, quand on a un élève TDAH, de lui faire reformuler ce qui a été dit. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types d'attention. Il y a l'attention sélective, où on est sur une chose bien précise. On sait que l'enfant TDAH va être en difficulté. Il va parfois avoir l'impression, l'enseignant va avoir l'impression que l'élève écoute, mais en réalité non. Donc il faut lui faire reformuler, qu'est-ce que j'ai dit, avec ses mots à lui, pour voir s'il a bien écouté, bien entendu. Ensuite, il y a l'attention partagée, c'est-à-dire faire deux choses en même temps. C'est difficile pour un enfant TDAH d'écouter et d'écrire en même temps. Donc, au niveau des adaptations, quand l'enfant TDAH est en train d'écrire, c'est d'ailleurs vrai pour la majorité des élèves, hein, finalement, la double tâche, c'est une surcharge cognitive et ça devient vite compliqué. Donc, en tant qu'enseignant, parfois, il faut apprendre à se taire parce qu'on a tendance à être dans un flux continu de paroles, à vouloir meubler le silence et d'être... les élèves écrivent, ils ne font pas rien, ils sont en train d'écrire. Et l'enseignant ne parle pas, n'apporte pas par-dessus ça une surinformation. Pour l'élève TDAH, ça n'est pas gérable. Hein. Il écrit, il n'entendra pas l'information qui est donnée à ce moment-là. Donc, faire attention à ne pas le mettre dans une surcharge cognitive et dans une double tâche quand on est sur une attention partagée. C'est compliqué pour l'enfant TDAH. Alors ensuite, l'adaptation suivante en classe, c'est d'élaborer un code de communication invisible avec l'enfant. L'enfant est mature et grand au collège, au lycée. On l'a reçu en entretien individuel avant, on lui a expliqué qu'on allait mettre en place des adaptations et que quand on le regarde, quand on s'approche de sa table, quand on lui fait tel geste, eh bien c'est un code entre lui et l'enseignant pour lui dire faut se mettre au travail, faut écouter, faut parler un peu moins fort. Bon, faut prévoir tout ce qui peut être réglé avec des codes invisibles. Ça va créer une relation privilégiée. L'enfant va se sentir reconnu dans ce qu'il est et ça va aussi aider par rapport à la construction de l'estime de soi. Donc voilà, tout ça, c'est tout un tas de petites choses pour travailler l'attention. En classe, ce qui est primordial, c'est aussi sa place dans la classe. Donc le mettre devant, loin de la fenêtre. Et puis, pas en fond de classe, parce qu'en fond de classe, il va avoir vu sur tout ce que font les camarades pendant un cours et il se passe une multitude de choses. Hein. Ça peut être une mouche qui passe, ça peut être un enfant qui fait tomber un crayon et on va perdre l'enfant. Donc, le mettre devant, loin de ce qui peut le distraire au niveau visuel et sonore. Après, moi, j'ai eu dans ma classe un enfant TDAH qui avait un casque anti-bruit. Ça l'aidait. Après, c'est une réponse, mais qui n'est pas forcément adaptée à tous les enfants. Chaque enfant, même si il est avec l'étiquette TDAH, ne va pas répondre. Alors, le mot étiquette, il est mal choisi, hein. Mais chaque enfant ne va pas répondre de la même manière aux adaptations. Les adaptations qui vont pour un enfant ne vont pas pour un autre. C'est propre à chaque élève, oui. Oui, à chaque élève, hein, de façon générale. Donc, le casque anti-bruit, ça peut être une piste, comme une autre. Faut tester. Et c'est bien dans une classe d'avoir du matériel adapté et puis de voir si ça fonctionne ou non avec l'enfant. Et quand on va être au collège, on va se heurter à autre chose, c'est au côté ado. Quand on est ado, la première chose qui compte pour un ado, c'est d'être comme tout le monde. Donc l'enfant TDAH est un ado comme les autres et il va refuser les adaptations. Donc il ne faut pas lui imposer les adaptations, il faut lui présenter, lui expliquer et peu à peu lui montrer que finalement tout le monde est différent, hein, quel que soit l'enfant dans la classe, on est différent par nos cheveux, par nos yeux, par le fait de porter des lunettes ou non. Et ça se travaille. On ne va pas à un ado lui imposer les adaptations parce que c'est souvent voué à un non. Et après, voilà. Donc tout ça doit faire partie d'un projet commencé en 6e et qui se continue. Et en général, un lycéen va accepter beaucoup plus facilement les adaptations parce qu'il sait qu'il en a besoin. Mais ça, on en discutait tout à l'heure tous les deux, ça s'appelle la maturité. Et la maturité, on n'a pas la même oui, chez un enfant de 6e et un élève de seconde. Hein. Oui. Eh bien, je pense qu'on peut passer sur l'impulsivité. Oui. Alors, l'impulsivité. L'impulsivité, avec l'âge, ça se contrôle. L'enfant TDAH
mis en place tout un tas de choses pour contrôler son impulsivité au fil du temps. Donc si ce n'est pas en place sur les années collège, on va lui apprendre. Que non, il ne peut pas il peut pas prendre la parole sans avoir levé la main. La réponse, ça ne va pas être la punition, ça va être du comment faire. Alors comment faire, c'est je me parle dans ma tête à moi tout seul, je m'inhibe en me posant des questions. Est-ce que ma question, c'est obligé de la poser tout de suite? 2, est-ce qu'elle est intéressante? Et 3, il va falloir que physiquement, je lève la main avant de prendre la parole. Donc lui apprendre ce 1, 2, 3 si ça n'a pas été fait auparavant. Et ne pas être tout de suite dans la sanction. Tu n'as pas levé la main, je ne sais pas, des fois il y a des carnets de correspondance où il y a comportement inadapté et on met une croix. Donc non, on va lui apprendre. Et tout à l'heure on parlait de code invisible, donc lui faire 1, 2, 3, comme ça. Et peut-être pas devant toute la classe, mais lui rappeler, est-ce que tu as bien fait ça? Voilà, donc des petites choses comme ça. Ensuite, l'enseignant peut avoir aussi des échelles de bruit dans sa classe où il y a trop de bruit dans la classe, il y a trop d'agitation qui sont ciblées sur cet enfant-là. Ça peut être des pictogrammes qu'il a sur sa table, des fois c'est collé sur la table en sous-main, et lui montrer là où il en est. Et l'enfant lui-même va se réguler petit à petit. Donc pour l'impulsivité, apprendre à l'enfant à se connaître, on parle aussi de posture physique. Donc le tunnel de l'inhibition, c'est se tenir en classe comme ça plutôt. Je cache alors les coudes sur la table, donc ça ne se voit pas forcément vis-à-vis des camarades. On a l'impression d'un enfant qui est peut-être avachi, mais qui est dans l'écoute. Donc visuellement, il cache son regard à ce qu'il y a autour de lui. Il se concentre sur un point du tableau et au niveau auditif aussi, il est emmené dans une certaine direction. Donc ça peut être des postures de travail qui vont aider l'enfant à ne pas être dans une certaine impulsivité. Et ça va également diminuer les distractions, sachant que comme on réduit un petit peu le champ de vision, justement, on va éviter donc, de se laisser distraire par le copain qui va parler avec l'autre copain. On va vraiment être focalisé sur le professeur et sur ce qu'il dit. Donc oui. Après, l'impulsivité, c'est à chaque fois que ça va pas bien, l'enseignant peut avoir une grille de ce qui va pas, à chaque fois que ça va, une grille de ce qui va, et puis montrer à l'enfant qu'il est en progrès par rapport à son impulsivité, que finalement, en appliquant des petites astuces, il arrive avec sa maturité à gérer cette impulsivité. Donc il y a aussi des grilles de conduite, des grilles de comportement qui existent sur les années collège plutôt que lycée. Ça va l'encourager à poursuivre ses efforts. Justement, là, on a mis ensemble collège et lycée, mais les outils qu'on va mettre en place au collège, qui seront plus côté enseignant, proposer une grille de travail, proposer une grille de comportement, une grille par rapport à l'impulsivité, ça peut être des grilles que l'enfant s'approprie sur les années lycée, en s'auto-gérant au niveau de ses émotions. Alors c'est compliqué, on ne démarre pas de suite comme ça, mais ça peut être après des outils que l'élève s'approprie. Alors, en tant que lycéen, en tant qu'étudiant, etc. Et après, il nous reste le volet hyperactivité. Donc, être hyperactif au collège, ça peut être gênant aussi par rapport à la relation aux autres, où on va être le camarade qui est casse-pied, qui est pénible. Donc, ça peut créer aussi des distorsions avec la classe, des malentendus. Donc cette hyperactivité, il va falloir la gérer. Alors la gérer en classe, ça peut être l'autorisation d'avoir une boule anti-stress que l'enfant malaxe pendant les cours lorsqu'il se sent trop en tension. Ça peut être une posture physique face au travail qui n'est pas la même. Alors au collège, pourquoi pas laisser l'enfant debout? Alors, s'il est devant, ça va gêner. Après, il faudrait le mettre sur le côté. Donc tout ça, c'est à voir au cas par cas. Mais un élève qui travaille debout, qui travaille pas assis correctement sur sa chaise avec les talons sous les cuisses, pourquoi pas? S'il travaille mieux comme ça et qu'il est plus à l'aise et que ça lui permet d'être moins hyperactif, pourquoi pas? Lui permettre de bouger dans la classe, donc s'il faut emmener quelqu'un à l'infirmerie, c'est lui qui va être désigné. Si on disait tout à l'heure... Distribuer des feuilles, distribuer, voilà. C'est lui qui va le faire. Ouais. Donc proposer des moments de mouvement dans la classe, les adapter.
Si cette hyperactivité devient trop prégnante, autoriser l'enfant à sortir, donc soit avec l'aide humaine, soit avec le délégué qui l'emmène au CDI, par exemple, où il va retomber en pression. Donc il y a tout un tas de choses, mais qu'il faut penser en amont, plutôt que d'arriver au moment où il y a la crise, où c'est trop tard. On ne sait pas comment faire et où du coup on improvise. Généralement, on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Et il y a des signes avant-coureurs. Hein. L'enfant s'agite, plus il se connaît, plus lui-même va le sentir. S'il est mature, il peut demander à sortir et on sait qu'il va falloir l'autoriser. Alors bien entendu, chaque enfant va se connaître ou pas. Donc on peut avoir des enfants très matures qui vont faire une vraie demande et puis d'autres qui vont en profiter. Donc, mais tout ça, ça va se construire en connaissant l'enfant au fur et à mesure de l'année scolaire. Donc on vient d'énumérer un certain nombre d'adaptations, hein, sachant qu'il y en a puissance 10, puissance 100, hein, d'autres possibles. Mais ce qui est important, c'est que ces adaptations, on peut les formaliser lorsque le TDAH devient impactant pour la scolarité. On peut les formaliser dans des plans d'accompagnement. Donc côté éducation nationale, il existe 2 grands plans. Le PAP, qui est le plan d'accompagnement personnalisé, qui liste des adaptations qu'on peut faire en classe, et justement, il ne liste pas toutes les adaptations qu'on peut faire pour un enfant TDAH, parce qu'à l'origine, il a été fait en partenariat avec des associations de parents 10 et pas de parents TDAH. D'accord. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'on peut rajouter des cases, il y a des cases vierges, et donc on peut rajouter des adaptations justement spécifiques pour les enfants TDAH. On parlait de boules anti-stress, donc ça peut être écrit que l'enfant en a besoin. Et pour mettre en place un PAP, il faut l'aval du médecin scolaire qui doit valider comme quoi l'enfant en a besoin. Pour mettre en place un PAP au collège ou au lycée, il faut être en difficulté scolaire, il faut avoir un diagnostic reconnu et à partir de là, on monte un petit dossier, c'est validé par le médecin scolaire et les adaptations sont de droit pour l'enfant. Voilà le premier plan. Ok. Et donc pour le suivant? Alors le suivant, c'est le PPS, c'est le projet personnalisé de scolarisation. C'est un plan qui est un peu plus lourd parce que ça demande une reconnaissance handicap. Il faut en tant que parent saisir la MDPH, la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Et là, on va demander des aides. Alors ça peut être des aides en termes humain, donc ça peut être une AESH, donc là pour un enfant TDAH, ça peut être une réponse pédagogique parce que l'aide humaine va l'aider dans le secondaire à canaliser son attention, va le sortir de classe s'il y a trop d'hyperactivité, va l'aider à gérer son impulsivité, donc ça peut être une réponse, oui, alors évidemment pas 21 heures d'AESH parce que ça n'a pas de sens. Mais on sait qu'il y a des matières où on va demander plus d'attention, plus de mobilisation que d'autres. Donc un temps d'AESH, ça peut être 7 heures, 8 heures, ça peut être une réponse. Après, propre à chaque élève aussi en fonction éventuellement des matières qu'il préfère ou des matières où il est le plus intéressé par celle-ci. Et donc voilà, ça va être vraiment propre à chacun. Donc là, pour monter le dossier MDPH, il y a quand même un dossier conséquent à remplir. Il faut aller contacter l'école parce qu'il faut remplir un guide d'évaluation scolaire. Ça s'appelle, l'acronyme c'est GEVASCO, première demande. Il faut des renseignements scolaires, il faut les bulletins évidemment, et un certificat médical qui fait état du TDAH. Et après, ça suit son cours. Donc là, il faut savoir que la réponse des MDPH sont toujours assez longues. Alors après, ça dépend des régions. Hein. Il y a des régions qui sont plus ou moins longue, mais en tout cas, il faut s'y prendre à l'avance et ça peut être une réponse. Il y a des réponses aussi en termes de matériel, ça peut être un ordinateur, on n'en a pas parlé, mais ça peut aider aussi. Et ça peut être aussi en termes d'orientation, des fois il y a des orientations spécifiques qui passent par la MDPH. Donc 2 grands plans d'accompagnement. Dans le secondaire, c'est important de mettre ces plans en route parce que si on a besoin d'aménagement à l'examen, si on n'a jamais eu d'adaptation formalisée de manière académique, on n'en aura pas le jour de l'examen. Donc avoir un PAP, ça rend les choses officielles. C'est pour ça que c'est important dans ce cas-là. Voilà. Et après, tout ça est détaillé dans le livre directement. Dans le livre, justement, Mon enfant est différent, où il y a beaucoup de choses détaillées là-dedans. Donc, il se trouve sur Amazon ou sur commande en librairie. Le lien sera dans la description. Donc, je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse, bien évidemment. Et je voulais revenir également sur ça. Un élève qui va être donc collégien ou lycéen, pendant un examen, un contrôle,
quels vont être les aménagements qui vont être disponibles pour lui? Alors, la Par exemple. réponse, c'est pas la même chose pendant un contrôle et pendant un examen. Pendant un D'accord. contrôle, ça rentre sur les adaptations qui sont faites en classe par l'enseignant. Ok. Et un enseignant ne doit pas dire qu'il ne fait pas d'adaptation parce que le jour de l'examen, il n'y aura pas d'adaptation. Il ne faut pas raisonner comme ça. On est sur un chemin et c'est parce qu'on adapte que l'enfant va être en réussite et va réussir. Et si on n'avait pas adapté, l'enfant aurait été en échec et de toute façon, l'examen aurait été raté. Le chemin, c'est les adaptations. Et un an, c'est énorme hein, pour un enfant. Une année scolaire, c'est énorme. Et en mettant en place des adaptations, peut-être que dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, il n'en aura plus besoin le jour de l'examen. Et donc, c'est pour ça qu'il faut adapter les contrôles. Donc, adapter les contrôles pour un enfant TDAH, ça veut dire, ça peut vouloir dire, hein, moi je ne donne pas, je ne suis pas dans l'injonction, hein, je suis dans ce qui existe dans les propositions. Ça peut vouloir dire morceler le contrôle, donner la question petit 1, puis quand elle est finie, donner la question petit 2, etc. Pour apprendre à l'enfant à gérer son temps, pour ne pas qu'il se disperse. Ça peut être aussi raccourcir le contrôle. Et attention, ça doit être fait d'avance par l'enseignant, parce que c'est pas pareil de dire bah, si tu finis pas, c'est pas grave, parce qu'il y aura toujours un sentiment de culpabilité, j'ai pas fini, plutôt que de proposer un contrôle où il y a 3 exercices au lieu de 4. Si l'enfant fait 3 exercices et qu'il n'y en a que 3, il aura rempli son contrat d'élève et il sera content. Tandis que si on lui en propose 4 en disant c'est pas grave si tu fais pas le dernier, eh bien il y a quand même un sentiment de non fait et j'ai pas fini la tâche que j'aurais pu faire. Donc c'est pas pareil. Le résultat est le même, mais psychologiquement on touche pas aux mêmes choses. Donc il faut faire attention quand on adapte. Il y a tout un volet qui est lié au côté un peu psy et estime de soi, où on croit qu'on fait bien et en réalité par des mots, on peut être blessant parfois. Donc il y a aussi tout un contexte qui n'est pas juste des actions. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à la manière dont on présente. Donc le contrôle, c'est ça. Si l'enfant n'arrive pas du tout à être attentif, à se concentrer, qu'il a une AESH, une aide humaine, on peut lui faire son contrôle dans une autre salle, pourquoi pas, hein, ça existe. Donc voilà, donc l'adaptation du contrôle, c'est au fur et à mesure de l'année. Ça peut être aussi oraliser le contrôle avec lui, mais ça c'est mieux quand il y a une AESH, c'est plus simple. Et l'adaptation, pour vous répondre, au moment de l'examen, il y a un dossier à remplir qui se fait avant le mois de décembre, où les parents demandent une adaptation le jour de l'examen. Donc ça peut être aussi demander qu'une personne soit à côté pour rythmer le temps, faire son secrétaire, écrire à sa place si c'est trop compliqué. Bon, mais ça se demande, c'est un dossier qui se monte. Et c'est pour ça que je disais que c'est mieux d'avoir un plan qui accompagne la scolarité dans le secondaire. Ok. D'accord. Je vous remercie pour être intervenu dans cette vidéo. Bah de rien, voilà, merci à vous de m'avoir invité. C'était avec grand plaisir. Et puis donc voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis pour suivre Fabienne Henry, eh bien n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Pour suivre son association, eh bien les liens sont dans la description. Donc il y a Twitter, Facebook et Instagram. Voilà. Donc voilà, si vous souhaitez retrouver tout ça, eh bien allez dans la description. Et je vous dis à très vite. C'était Arthur. Bye.